Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce nouveau mercredi du Pavillon de la France. On va donc parler d'allergie, d'intolérance alimentaire. Est-ce qu'on est face à l'émergence d'un problème de santé publique et est-ce que tout ça, est-ce que ça représente, est-ce qu'il y a des perspectives d'un nouveau marché pour l'industrie agroalimentaire? Ça fait partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour lancer le sujet, je voudrais vous parler de l'AFSET. L'AFSET, c'était l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, donc la grande agence qui s'intéresse à ces questions. Et en 2006, elle a réalisé un document consacré aux allergies, alors aux allergies en général. Et elle parle de pathologies en forte progression. Elle dit qu'en France, 20 à 25% de la population générale souffre d'une maladie allergique, alors maladie allergique globale et pas seulement alimentaire du tout. Et il est écrit, ces dernières décennies, l'incidence des allergies a augmenté dans l'Europe tout entière. Donc apparemment, on est face à une forte progression. Est-ce que c'est le cas effectivement avec les allergies alimentaires? On va voir ça et se poser beaucoup de questions. Quels sont les risques associés à ces allergies et à ces intolérances? Comment les prévenir? Quels sont les mécanismes de ces pathologies? Quelle est la différence finalement entre allergie et intolérance? On va donc en discuter avec vous, Jean-Michel Val. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes biochimiste, vous n'êtes pas médecin, il faut bien se mettre d'accord, vous êtes biochimiste, et vous êtes directeur de recherche honoraire. Vous avez dirigé un laboratoire de l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, pendant 20 ans. C'était le laboratoire d'immunoallergie. Donc on est en plein dans le sujet avec vous. Est-ce que vous avez l'impression que les allergies alimentaires vont en augmentant, qu'on est de plus en plus nombreux à être touchés, oui ou non? Donc, pour entrer dans le vif du sujet, et puis pour vous répondre, je dirais que la perception objective des allergies alimentaires en Europe, et pas seulement en Europe, est en forte augmentation. La perception. La perception. L'impression qu'on a qu'effectivement, on est de plus en plus nombreux à être concernés. Les données les plus objectives, les plus récentes, montrent qu'il y aurait une progression. Mais il faut quand même bien savoir, et je pense que c'est vrai. On en a parlé, je pense que c'est vrai. Je veux dire, on n'observe pas un artefact. Il y en a de plus en plus, enfin, on en observe de plus en plus, il y en a certainement de plus en plus aussi. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que les outils diagnostiques, les services cliniques d'allergologie qui ont vu le jour, parce que l'allergie alimentaire, jusqu'il y a très très peu, ce n'était pas une discipline reconnue. Donc maintenant, il y a des services très compétents en France et dans les pays d'Europe. Donc le fait qu'on soit mieux équipé en matière diagnostique, qu'on soit mieux équipé en matière clinique, fait aussi que le sujet est mieux connu et qu'on détecte davantage aussi de patients allergiques qu'on en détectait il y a quelques années. Donc je pense qu'il y a les deux facteurs qui sont réunis, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, et donc il y a certainement une forte progression des maladies allergiques, non seulement dans les pays développés, mais ce qu'il apparaît aussi, on y reviendra peut-être après, aussi bien dans les pays en voie de développement, où jusqu'il y a très très peu, on pensait qu'il n'y avait pas du tout d'allergie. Donc c'est un problème important. Et comme vous avez dit, je ne sais pas s'il est émergent ou s'il n'est pas si émergent que ça, mais c'est devenu un problème de santé publique majeur. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'EFSA, donc à l'Agence européenne de sécurité alimentaire, donc il y a un comité qui s'occupe spécialement de ce qu'on appelle les novel foods. Je garde le terme anglais puisque ça s'appelle nouveaux aliments, c'est-à-dire les aliments qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de manger en Europe jusqu'à ces derniers temps. Le plus gros exemple actuellement, ce sont les OGM. Ah oui. Les OGM sont considérés comme des nouveaux aliments. On doit évaluer de manière extensive leur sécurité alimentaire, mais il est spécifié qu'on doit évaluer a priori, avant de les autoriser, leur allergénicité. C'est-à-dire l'allergénicité, c'est devenu un élément quasiment indépendant de la toxicologie ou de la toxicité qu'on doit évaluer. Et ça a nouveau, énormément stimulé. Oui, ça c'est nouveau, enfin, ça fait quelques années quand même, une dizaine d'années. Nouveau dans le sens où c'est avec les OGM la première fois qu'avant même de mettre un aliment sur le marché, on évalue son allergénicité. Absolument. Et ça c'est un point très très important
parce qu'avant, l'allergénicité, c'était quelque chose qu'on constatait a posteriori. Il y a un chiffre sur lequel on peut se caler, qui fait à peu près consensus, ce n'est pas les 20 à 25%, mais 20 à 25% d'allergies mais dans les allergies allergiques dans la population globale. Dans les allergies alimentaires vraies, vérifiées cliniquement et tout ça, disons qu'il y aurait entre 3,5 et 5% de la population générale des adultes et un peu plus, 7 à 8, 9% de la population des enfants. Parmi les allergies vraies, il y en a de plusieurs types. Celles qu'on appelle en général, pour l'instant je ne parle pas des intolérances, je n'ai encore pas fait la différence entre les deux. On parle des allergies. Parmi les allergies vraies, il y en a de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle des allergies retardées, c'est-à-dire dont les symptômes apparaissent peut-être 48 heures après, et qui donnent des formes chroniques. Jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment la forme d'allergie alimentaire la plus importante, ni la plus développée, ni celle à laquelle on donnait le plus d'intérêt à cause de sa gravité. L'autre forme, c'est une forme d'allergie immédiate, qu'on appelle aussi hypersensibilité. Donc, j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard le mécanisme. Elle fait intervenir une classe particulière d'anticorps qu'on appelle les IgE. Donc, c'était essentiellement de cette forme d'allergie dont je vais parler, c'est-à-dire une allergie immédiate, le fait que quand vous êtes sensibilisé, vous déclenchez tout de suite après des symptômes. Tout de suite après, c'est dans les 2 heures. Dans les 2 heures. En gros, mais ça peut être dans les minutes qui suivent. Donc, ces symptômes sont variés. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, les principaux symptômes de l'allergie alimentaire, de l'hypersensibilité alimentaire, c'est-à-dire d'allergie immédiate, ne sont pas gastro-intestinaux. Chez les enfants... Donc, je mange un kiwi, par exemple, je suis allergique au kiwi, le symptôme, ça ne va pas être des maux de ventre. Vous êtes un adulte. Ouais. Mais prenons, on va prendre juste là, c'est les enfants. Vous avez le premier problème ne sera pas généralement... Non, le premier problème d'un enfant qui est allergique à l'œuf ou qui est allergique à lait, au lait, pardon, aux protéines du lait, ça risque d'être des problèmes cutanés, c'est-à-dire une forme d'eczéma ou de dermatite, et des problèmes respiratoires. Oui. Vous voyez que plus les symptômes cutanés diminuent, plus les symptômes respiratoires augmentent. Ah oui, l'asthme, le choc anaphylactique. Et donc, on va passer chez l'adulte. Voilà, on passe à l'adulte. Et là, chez l'adulte, on s'aperçoit que les syndromes respiratoires comme l'asthme sont quand même relativement importants. C'est en 4e position. Oui, mais enfin 13% par rapport à 19, d'accord, c'est en 4e position. Donc 13% des adultes concernés par les allergies alimentaires. Mais alors, le point important, c'est celui qui est en rose. Le choc anaphylactique, c'est la réaction généralisée qui est gravissime. On peut en mourir. Un choc anaphylactique, si vous faites un choc anaphylactique où on ne vous transporte pas en urgence, dans un département d'urgence, si vous n'avez pas une trousse pour vous faire immédiatement une injection d'adrénaline, vous pouvez en mourir. Donc si certains aliments ne me réussissent pas, je sais qu'après tel aliment, je vais avoir tel trouble, etc., ce n'est pas forcément une allergie. Ce n'est pas forcément une allergie. Une allergie, si on a ce genre de trouble, en principe, on va voir son médecin, et son médecin peut confirmer que c'est une allergie à partir de tests. Ces tests peuvent être relativement simples, c'est-à-dire ce sont soit des tests sérologiques, on vous prend un peu de sang et on recherche dans votre prélèvement de sang si vous avez les fameux anticorps dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas encore présentés, ces IgE, si vous les avez ou si vous ne les avez pas. Ce sont des tests qui sont... Si je les ai, c'est que je suis allergique à quelque chose. Non seulement à quelque chose, mais à quelque chose qu'on a testé. Si vous faites un malaise... On a testé sur le sang. Voilà. Si vous faites un malaise à un aliment que vous identifiez, vous mangez quelque chose, vous ne vous sentez pas bien, vous avez des bouffées, vous avez la langue qui pique et tout ça, et je ne vous souhaite pas, vous n'allez quand même pas à l'hôpital. Vous allez voir un médecin, il va vous faire une prise de sang, et vous allez lui dire, ben voilà, docteur, j'ai mangé ça, ou je crois que j'ai mangé ça qui pouvait contenir ça. Et il y a un panel, maintenant il y en a beaucoup, je ne sais pas, peut-être d'une centaine d'allergènes alimentaires. Donc en fonction de ce que vous allez lui dire, il va vous faire une prise de sang, et puis il va rechercher si dans votre sang, vous avez les fameux anticorps responsables de l'allergie. Des anticorps d'une classe particulière,
Hein. Ce n'est pas les anticorps qui protègent, hein, les anticorps classiques qui nous protègent, ce sont des anticorps un peu différents qu'on appelle les IgE. Hein, ça, c'est important. Mais ces IgE sont spécifiques de l'aliment. Hein. Donc, il va rechercher si vous avez des aliments, des anticorps de type IgE qui sont spécifiques, par exemple, de l'arachide, hein, ou de l'œuf, ou du lait, hein, l'aliment qui a provoqué ce petit malaise. Il y a d'autres tests diagnostiques qui sont des tests cutanés, hein, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, hein, soit avec une piqûre, soit avec un patch, hein, on vous met une petite quantité de l'extrait de cet aliment sous la peau et on regarde si vous développez une papule. Et enfin, le dernier test diagnostique qui doit être utilisé dans les cas très très graves, hein, c'est-à-dire dans les cas où ça vous empêche de vivre, quoi, vous ne savez plus quoi manger ni rien. Alors là, c'est un test de provocation orale. Hein, ça se fait dans un département médical et en général dans les urgences, hein, parce qu'on vous donne des doses croissantes de l'aliment auquel on pense que vous êtes allergique, sachant qu'à partir d'une dose, qu'on appelle une dose seuil, mais qui varie suivant les patients, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, qui varie suivant les patients, vous risquez de déclencher un choc. Alors après, effectivement, il y a des problèmes d'intolérance. Hein. Alors, on peut peut-être faire cette distinction entre d'une part tout ce qui est allergique, enfin allergie je dirais, et tout ce qui est intolérance. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Alors, il y a une différence. Alors, il y a trois notions. Hein. Il y a allergie, donc je vous ai un petit peu parlé, j'ai anticipé. Il y a intolérance et il y a toxicité. Alors, si vous permettez, je vais commencer par toxicité, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Hein. Voilà. Un toxique, c'est toxique pour tout le monde. Hein. L'arsenic, si vous en donnez assez, ça tuera 100% de la population. Ça, c'est le poison. Ça, c'est le poison. On n'est absolument pas, hein, dans ce cas-là. Hein. L'allergie, c'est un peu ce que j'expliquais au début. Maintenant, ça a été clairement séparé de la toxicologie. L'allergie va concerner des individus. C'est-à-dire que l'allergie, hein, encore une fois, ne concerne qu'une petite fraction, relativement petite fraction de la population, et parmi cette petite fraction, la réaction individuelle va être extrêmement variable. C'est donc une pathologie individuelle. Donc vous avez à une extrémité la toxicité qui touche toute la population de tous les pays du monde, indifféremment, et vous avez l'allergie qui ne touche que des individus donnés. Et au milieu, vous avez les intolérances. Alors les intolérances, ça ressemble à l'allergie, parce que souvent les symptômes sont les mêmes. Hein, il y a des formes d'intolérance qu'on appelle des pseudo-allergies. Hein, mais parce que les symptômes sont exactement les mêmes. Mais le mécanisme est différent. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne vous ai pas encore expliqué le mécanisme de l'allergie. Mais, un, le mécanisme différent. Deux, en général, je dis bien en général, les manifestations cliniques sont beaucoup plus modérées. Hein, on ne meurt pas d'une intolérance, hein, on en souffre, mais on meurt rarement d'une intolérance. Et le troisième point de distinction, c'est qu'en général, ça concerne des populations qui sont beaucoup plus importantes. Ce n'est pas des individus, ce n'est pas la population générale, ce sont des groupes ethniques. Et les mécanismes, dernier point, les mécanismes en général ne sont pas immunologiques, tandis que pour l'allergie, je vous ai parlé de cette classe particulière d'anticorps, c'est une immunopathologie. Les intolérances, la plupart du temps, ne font pas intervenir des anticorps. Par exemple, bon, je vais donner un exemple. Ouais. Hein, voilà, vous avez le lait. Le lait peut donner des allergies, des vraies allergies aux protéines du lait. Hein, je vous expliquerai un peu plus tard, que ce sont les protéines qui sont responsables des allergies. Donc si vous avez un bébé qui est allergique au lait, ou si vous-même vous êtes allergique au lait, vous développez des anticorps de type IgE contre certains des composants du lait qu'on appelle les protéines. Ça, c'est les allergies au lait, les allergies vraies qui vont donner les symptômes dont on a parlé plus tôt. Et puis, vous avez les intolérances, qu'on appelle parfois intolérance au lait, mais qu'on devrait appeler intolérance au lactose. Et ces intolérances au lactose, le lactose, c'est un sucre qui est le composant essentiellement du petit lait. Hein. Dans le lait, il n'y a pas que des protéines, il y a aussi des sucres. Et le sucre majeur du lait s'appelle le lactose. Et il peut provoquer des intolérances chez des gens qui sont incapables de le digérer, hein, qui manquent d'une enzyme qu'on appelle la lactase, hein, et qui fait que ce lactose va être digéré. N'étant pas digéré, il s'accumule dans le tube digestif
hein, et notamment dans la partie distale du tube digestif, dans le côlon, et là, il fermente. Et les fermentations introduisent des ballonnements, des douleurs. Donc, ce n'est pas des trucs, des troubles qui sont mortels, létaux, mais enfin, c'est des troubles qui sont quand même relativement gênants. Mais donc c'est quand même moins sévère, une allergie au lait, encore une fois, on peut en mourir ou on peut être couvert de boutons, hein, en dermatite atopique. Un bébé allergique au lait, je ne vais pas apporter de photos parce que c'est impressionnant, puis ça ne sert à rien, mais des fois, il est couvert de boutons. Un adulte qui est intolérant au lactose parce qu'il n'a pas cette lactase en quantité suffisante pour le digérer, il va avoir des ballonnements, il va souffrir. Et puis, il y a une différence quand même qui est très importante, c'est que la dose qui est nécessaire pour provoquer ces intolérances, en général, est bien supérieure à la dose qui peut provoquer une réaction allergique. Il y a une chose importante qu'on n'a pas dite, c'est que dans le cas du lait et de l'intolérance au lait, ce sont effectivement des populations entières ou des sous-populations entières qui sont intolérantes au lait. Exactement. Alors nous, qui sommes des Italiens, qui sommes des Français, etc., on est dans un groupe ethnique qu'on appelle les Caucasiens, et nous, on a la petite enzyme qui est génétiquement déterminée. On a le gène qui permet de produire l'enzyme, la lactase, qui va permettre de digérer le lactose du lait. Et en revanche, on est un peu seul de notre espèce, nous les Exactement. Caucasiens. C'est nous les anormaux, hein, je dirais. C'est nous les anormaux, parce que la grande majorité de la population mondiale, absolument mondiale, à l'exception des Caucasiens, comme vous venez de le dire, ce qu'ils ont, c'est que le bébé, au début de sa vie, il a cette lactase. Mais la concentration de lactase... Donc il peut digérer le lactose. Il peut digérer le lactose, hein, donc sans faire de finalisme, ce qui serait idiot. Les petits de toutes les espèces de mammifères, pas seulement l'homme, hein, ils boivent du lait, ils le digèrent, ils ont cette lactase. Mais à l'exception, encore une fois, des Caucasiens, donc la grande majorité de la population mondiale, le taux de lactase diminue avec l'âge. Donc chez les adultes, il n'est peut-être pas de 0, hein, mais il est très très faible et il ne permet pas une digestion complète du lactose du lait. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui il y a une mode du sans gluten, est-ce que c'est justifié à votre sens ou pas? Je dirais que pour les malades cœliaques, comme pour les allergiques, il y a eu ces dernières années une très forte prise de conscience. Très très forte prise de conscience. Ce sont des gens qui souffrent de cette maladie, hein, non seulement les patients, mais leurs familles. Hein. Donc, ils se sont pris conscience, ils se sont organisés, hein, et ils ont fait savoir. Donc, la société civile, l'agro-industrie, ce qu'on appelle les risk managers, hein, c'est-à-dire les politiques qui font les règlements de protection, ont pris conscience de ça. On peut trouver aujourd'hui des aliments sans gluten, mais il y a une mode autour de ça. Voilà. Et donc, à la longue, hein, c'est une mode, c'est un petit peu péjoratif, mais ce qui fait qu'on en a pris conscience peut être un petit peu au-delà de son importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est atteint de maladie cœliaque, il faut impérativement éviter le gluten. Ça, c'est clair. Quand on n'a pas de maladie cœliaque, ça c'est comme pour les allergies, ça ne sert à rien d'éviter le gluten. Le gluten, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre malade si vous n'êtes pas prédisposé à développer une intolérance. Ça, c'est clair. Donc, honnêtement, je ne vois pas en quoi l'absence de gluten pourrait être favorable à quelqu'un qui n'est pas cœliaque. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde un peu la liste des aliments allergéniques. Ce sont ceux qui sont à étiquetage obligatoire. Alors, il y en a 14, hein, voilà. C'est ça? Enfin, c'est provisoire. Oui, il y en a 14 aujourd'hui. Parce que là, on est en plein dans la discussion qu'on venait d'avoir. Hein. L'allergie alimentaire, on la connaît depuis longtemps, hein, et la réglementation a pris en compte ce problème relativement récemment, dans la dernière décennie. Hein. Et donc, la Commission européenne a édicté une directive listant pour l'information et la protection des consommateurs, listant les principaux aliments, hein, qui sont allergéniques. Dans ce qu'on appelle l'histoire naturelle de l'allergie alimentaire, le jeune enfant commence par être allergique à des produits d'origine animale, le lait, l'œuf. Et petit à petit, au fur et à mesure où il est en contact avec des végétaux par leur pollen, il se sensibilise. S'il a le patrimoine génétique qui le prédispose, hein, encore une fois, s'il est atopique,
il va se sensibiliser à des protéines d'origine végétale, mais par le pollen. Et comme il y a des homologies de structure importantes, on verra ça après, hein, entre les protéines du pollen et par exemple les protéines des graines, hein, ces sensibilisations respiratoires vont induire secondairement une allergie alimentaire aux produits végétaux, aux aliments végétaux, non plus au pollen, mais par exemple pour les céréales, hein, pour les graminées, on se sensibilise au pollen des graminées, on développe un rhume des foins, et si ça s'y prête, encore une fois, si le patrimoine génétique s'y prête, secondairement, on peut développer une allergie alimentaire au blé. Pareil pour le colza, pareil pour un certain nombre de plantes. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'enfant va grandir, qu'il va devenir adolescent, etc., il va se sensibiliser, par exemple, par voie respiratoire, mais pas uniquement, hein, à des allergènes végétaux, et ces allergènes d'origine végétale vont devenir prédominants, hein, dans le spectre d'aliments sensibilisants. Si bien que pour l'individu adulte, ce sont des allergènes d'origine végétale qui deviennent les plus communs. Et parmi ces allergènes d'origine végétale, c'est essentiellement l'arachide, plus un certain nombre qui sont listés ici, comme le soja, les fruits à coque, etc. Ouais, donc vous disiez que tout le spectre, enfin une grande partie du spectre alimentaire est concerné. Voilà. En fait, il y a peu d'aliments qui ne sont pas concernés par d'éventuelles allergies. Exactement. Et encore, ça, ce sont les plus communs. Hein, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, pour compliquer encore les choses, hein, ce n'est pas une liste fixe. Hein. Par exemple, les 3 derniers ont été rajoutés lors d'une révision de cette liste. Il y a énormément d'aliments qui peuvent donner des cas ponctuels, hein, d'allergie. Donc ça, ce n'est pas fixe dans le temps, ce n'est pas général pour tout le monde, et je dirais ce n'est pas fixe dans l'espace. Hein. Par exemple, le céleri qui a été ajouté, c'est un aliment, paraît-il, très allergénique, surtout en Suisse. Ah oui. La moutarde, ça vient de la France. Hein, c'est un allergologue français qui, dans le sud-ouest, a constaté beaucoup d'allergies à la moutarde chez les jeunes enfants. Donc, elle a établi un dossier et la moutarde a été ajoutée. Donc, vous avez ce que les Américains appellent Big 8, les 8 plus importants qu'on retrouve pratiquement dans le monde entier, hein, le lait, l'œuf, le soja, l'arachide, enfin bref. Hein. Et puis, vous en avez qui sont un peu plus marginaux. Hein. Bon. Et donc ça, c'est une liste globale pour l'Europe, hein, mais tous n'ont pas la même importance. Et ça, encore une fois, ce sont les aliments allergéniques à étiquetage obligatoire. Mais il y a des aliments qu'on n'a pas besoin d'étiqueter, qui sont très allergéniques. Comme vous pouvez voir ici, vous n'avez pas les fruits. Et les fruits, pour l'individu adulte européen, c'est réellement l'aliment le plus allergénique. Alors justement, cet étiquetage, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, on voit ce produit a été conçu dans un atelier où on travaille aussi des fruits à coque, où on dit peut contenir ceci, 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 cela, des noix, des traces de noix, de ceci. Alors, la grosse difficulté, très très grosse difficulté, c'est aussi une des caractéristiques de l'allergie. Pour la toxicité, je vous ai expliqué, hein, il y a une claire relation dose-effet. Hein, plus la dose est importante, plus l'effet est important. Ça, c'est les poisons, les toxiques. Les poisons, hein, les toxiques. Pour l'intolérance, je vous ai dit, il faut déjà une certaine dose. Hein. Les gens atteints de maladies cœliaques peuvent tolérer une certaine concentration de gluten, et puis à partir d'une plus importante, là, on commence à avoir des troubles. La grosse difficulté qu'on a avec l'allergie, c'est qu'il n'y a pas une relation claire entre la dose et l'effet. C'est-à-dire que pour chaque individu, hein, il va déclencher une réaction à partir d'un certain seuil, ce qu'on appelle le seuil de déclenchement, mais ce seuil varie énormément d'un individu à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, heureusement, la plupart, hein, des allergiques vont pouvoir tolérer des doses relativement minimes. Hein, et quand je parlais de la maturité des patients allergiques, hein, c'est-à-dire que les mamans pour leurs enfants, ou même les enfants eux-mêmes, hein, on a noté psychologiquement une beaucoup plus grande maturité des enfants allergiques par rapport aux enfants non allergiques, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils se surveillent, donc ils savent ce qu'ils peuvent manger. Hein. En principe, on dit, si vous êtes allergique à l'arachide, il ne faut pas manger d'arachide.
Mais ça, c'est impossible. L'arachide, il y en a partout, partout, partout. Donc, les gens savent gérer. Hein. La grande majorité, c'est qu'elle peut manger, par exemple, la moitié d'un petit gâteau de telle marque et tout ça qui risque d'en contenir. Mais ça varie suivant les gens. Donc, pour l'étiquetage, hein, on ne peut pas dire on va étiqueter à partir de 1 microgramme d'arachide, ouais. Parce qu'il y a une marge de la population qui réagira à moins de 1 microgramme. Donc, ça voudrait dire qu'il faut pouvoir étiqueter 0, 100. Mais ça, c'est très, très difficile. Prouver qu'il n'y en a pas, c'est très difficile. Hein. Donc, les industriels, soit ils développent, hein, donc là on rentre dans l'autre facette, développent une gamme de produits garantis sans allergènes. Mais ça, c'est réellement des aliments, je veux dire, très spécifiques. Hein, c'est une chaîne alimentaire complètement indépendante. Hein, faut garantir l'origine des produits, etc. Enfin, soit ça existe, ça existe, ça commence à exister. Ouais. Soit ils se prémunissent ou ils croient se prémunir, hein, en étiquetant. Alors, comme c'est difficile, hein, de prouver l'absence de quelque chose, ils disent quand ça contient, pas de problème, ça contient, et quand c'est pas censé contenir, hein, ils disent oui, c'est pas censé contenir, mais ça peut contenir des traces, ou ça a été fabriqué dans un atelier où précédemment, hein, on a traité les produits correspondants, c'est-à-dire qu'on a fait des petits gâteaux à base d'arachide, on a nettoyé les machines, hein, puis on a fait des gâteaux sans arachide, mais il pouvait rester des traces dans les filières, etc. Donc, c'est la mention « peut contenir ». Hein, may contain, ou à peu près pareil, fabriqué, élaboré dans des ateliers qui traitent aussi. Et ça, c'est très très confus, hein, parce que plus personne ne sait à quoi s'en tenir. Hein. Soit vous avez des patients allergiques, anxieux, qui vont s'abstenir de manger ça, donc ça va contribuer à compliquer leur vie au lieu de leur faciliter. Hein. Soit il y en a qui sont un petit peu plus laxistes, donc qui vont les manger, mais en prenant un risque qui n'est absolument pas quantifié. Donc c'est un problème, hein, qui pour l'instant qui est latent, qui n'est pas encore réglé. Sur le plan de la réglementation européenne, je pense qu'il y a des textes qui vont sortir. Au niveau français, il y a des groupes de travail du Conseil national de l'alimentation qui sont posés la question pour savoir quel type d'informations fiables on peut apporter aux consommateurs allergiques, hein, en lui donnant un étiquetage qui soit à la fois compréhensible et sûr.